Westminster Hall. À nouveau, un roi était assis, couronne en tête, sceptre en main, entouré de ses pairs. À nouveau, prélats, comtes et barons étaient alignés de part et d'autre de son trône. À nouveau, clercs, docteurs, juristes, conseillers, dignitaires s'offraient à sa vue en rang pressé. Mais ce n'était pas les lys de France qui semaient le manteau royal. C'étaient les lions des Plantagenets. Ce n'étaient point les voûtes du palais de la Cité qui renvoyaient sur la foule l'écho de sa propre rumeur, mais l'admirable charpente de chêne aux immenses arcs ajourés du grand hall de Westminster. Et c'étaient 600 chevaliers anglais venus de tous les comtés, et les squires et les shérifs des villes qui constituaient, couvrant les larges dalles carrées, le Parlement d'Angleterre, siégeant au complet. Pourtant, c'était afin d'écouter une voix française que cette assemblée avait été convoquée. Debout, drapé dans un manteau d'écarlate à mi-hauteur des marches de pierre au fond du hall, et comme ourlé d'or par la lumière tombant derrière lui du gigantesque vitrail, le comte Robert d'Artois s'adressait aux délégués du peuple de Grande-Bretagne. Car pendant les 2 années écoulées depuis que Robert avait quitté les Flandres, la roue du destin avait accompli un bon quart de tour, et d'abord, le pape était mort. Vers la fin de 1334, le petit vieillard exsangue qui, au cours d'un des plus longs règnes pontificaux, avait rendu à l'Église une administration forte et des finances prospères, était obligé du fond de son lit dans la chambre verte de son grand palais d'Avignon de renoncer publiquement aux seules thèses que son esprit eût défendues avec conviction. Pour éviter le schisme dont l'université de Paris le menaçait, pour obéir aux ordres de cette cour de France, en faveur de laquelle il avait réglé tant d'affaires douteuses et gardé bouche close sur tant de secrets, il reniait ses écrits, ses prêches, ses encycliques. Maître Buridan dictait ce qu'il convenait de penser en matière de dogme. L'enfer existait, plein d'âmes à rôtir, afin de mieux assurer aux princes de ce monde la dictature sur leur sujet. Le paradis était ouvert, comme une bonne hôtellerie. Aux chevaliers loyaux qui avaient bien massacré pour le compte de leur roi, aux prélats dociles qui avaient bien béni les croisades, et sans qu'il soit assez juste besoin d'attendre le jugement dernier pour jouir de la vision béatifique de Dieu. Jean XXII était-il encore conscient quand il signa ce reniement forcé? Il mourait le lendemain. Il y eut d'assez méchants docteurs sur la montagne Sainte-Geneviève pour dire en se moquant « Il doit savoir à présent si l'enfer existe ». Alors le conclave s'était réuni, et dans un lacis d'embrouille qui menaçait de rendre cette élection plus longue encore que les précédentes, la France, l'Angleterre, l'empereur, le bouillant Bohême, l'érudit roi de Naples, Majorque, Aragon et la noblesse romaine, et les viscontis de Milan et les républiques, toutes les puissances pesaient sur les cardinaux. Afin de gagner du temps et de ne faire avancer si peu que ce soit aucune candidature, ceux-ci, une fois enfermés, s'étaient tous tenus le même raisonnement. Je vais voter pour l'un d'entre nous qui n'a nulle chance d'être élu. L'inspiration divine a d'étranges détours. Les cardinaux étaient si bien d'accord in petto sur celui qui avait les moindres chances, sur celui qui ne pouvait pas être pape, que tous les bulletins sortirent avec le même nom, celui de Jacques Fournier, le cardinal blanc comme on l'appelait, parce qu'il continuait de porter son habit de cîteaux. Les cardinaux, le peuple, quand on lui fit l'annonce, et l'élu lui-même, se trouvèrent également stupéfaits. Le premier mot du nouveau pape fut pour déclarer à ses collègues que leur choix était tombé sur un âne. C'était trop de modestie. Benoît XII, l'élu par erreur, apparut bientôt comme un pape de paix. Il avait consacré ses premiers efforts à arrêter les luttes qui ensanglantaient l'Italie et à rétablir, si cela se pouvait, la concorde entre le Saint-Siège et l'Empire. Or, cela se pouvait. Louis de Bavière avait répondu très favorablement aux avances d'Avignon, et l'on s'apprêtait à poursuivre quand Philippe de Valois était entré en fureur. Comment ? On se passait de lui, le premier monarque de la chrétienté, pour entamer des négociations si importantes. Une influence autre que la sienne viendrait à s'exercer sur le Saint-Siège. Son cher parent, le roi de Bohême, devrait renoncer à ses chevaleresques projets sur l'Italie. Philippe VI avait intimé l'ordre à Benoît XII de rappeler ses ambassadeurs, d'arrêter les pourparlers, et ceci sous menace de confisquer aux cardinaux tous leurs biens en France. Puis, accompagné toujours du cher roi de Bohême, du roi de Navarre, et d'une si nombreuse escorte de barons et de chevaliers qu'on eût dit déjà une armée, Philippe VI, au début de 1336, venait faire ses Pâques en Avignon. Il y avait donné rendez-vous au roi de Naples et au roi d'Aragon.
C'était la manière de rappeler le nouveau pape à ses devoirs et de l'amener à bien comprendre ce qu'on attendait de lui. Or, Benoît XII allait montrer par un tour de sa façon qu'il n'était pas absolument l'âne qu'il prétendait être, et qu'un roi, désireux d'entreprendre une croisade, avait quelque intérêt à se ménager l'amitié du pape. Le vendredi saint, Benoît montait en chaire pour prêcher la souffrance de notre Seigneur et recommander le voyage de la croix. Pouvait-il faire moins quand 4 rois croisés et 2000 lances campaient autour de sa ville? Mais le dimanche de Quasimodo, Philippe VI, parti vers les côtes de Provence inspecter sa grande flotte, eut la surprise de recevoir une belle lettre en latin qui le relevait de son vœu et de ses serments. Puisque l'état de guerre continuait de régner entre les nations chrétiennes, le Saint-Père refusait de laisser s'éloigner vers les terres infidèles les meilleurs défenseurs de l'Église. La croisade des Valois s'arrêterait à Marseille. En vain le roi chevalier l'avait-il pris de haut. L'ancien cistercien l'avait pris de plus haut encore. Sa main qui bénissait pouvait aussi excommunier, et l'on imaginait mal une croisade excommuniée au départ. « Réglez, mon fils, vos différends avec l'Angleterre, vos difficultés avec les Flandres. Laissez-moi régler les difficultés avec l'empereur. Apportez-moi la preuve que bonne paix, bien certaine et durable, va régner sur nos pays. Et vous pourrez ensuite aller convertir les infidèles aux vertus que vous aurez vous-même montrées. » Soit, puisque le pape le lui imposait, Philippe allait régler ses différends. Et avec l'Angleterre d'abord, en remettant le jeune Édouard dans ses obligations de vassal et en lui enjoignant de livrer sans tarder ce félon de Robert d'Artois, auquel il donnait asile. Les fausses grandes âmes, lorsqu'elles sont blessées, se cherchent ainsi de misérables revanches. Quand l'ordre d'extradition, transmis par le sénéchal de Guyenne, était parvenu à Londres, Robert avait déjà pris pied solidement à la cour d'Angleterre. Sa force, ses manières, sa faconde lui avaient attiré de nombreuses amitiés. Le vieux Torscoll chantait ses louanges. Le jeune roi avait grand besoin d'un homme d'expérience qui connût bien les affaires de France. Or, qui donc en était mieux instruit que le comte d'Artois? Parce qu'il pouvait être utile, ses malheurs inspiraient la compassion. « Sire, mon cousin, avait-il dit à Édouard III, si vous jugez que ma présence en votre royaume vous doive créer ou péril ou nuisance, livrez-moi à la haine de Philippe, le roi mal trouvé. Je n'aurais point à me plaindre de vous qui m'avez fait si grande hospitalité. Je n'aurais à blâmer que moi-même, pour ce que j'ai, contre le bon droit, donné le trône à ce méchant Philippe, au lieu de le faire octroyer à vous-même, que je ne connaissais pas assez. » Et cela était prononcé, la main largement étalée sur le cœur, et le buste ployé. Édouard III avait répondu calmement « Mon cousin, vous êtes mon hôte, et vous m'êtes fort précieux par vos conseils. En vous livrant au roi de France, je serai l'ennemi de mon honneur autant que de mon intérêt. Et puis, vous êtes accueillis au royaume d'Angleterre et non pas en duché de Guyenne. Suzeraineté de France ici ne vaut pas. » La demande de Philippe VI fut laissée sans réponse. Et, jour après jour, Robert put poursuivre son œuvre de persuasion. Il versait le poison de la tentation dans l'oreille d'Édouard ou celle de ses conseillers. Il entrait en disant « Je salue le vrai roi de France !» Il ne manquait pas une occasion de démontrer que la loi salique n'avait été qu'une invention de circonstance et que les droits d'Édouard à la couronne de Hugues Capet étaient les mieux fondés. À la seconde sommation qui lui fut faite de livrer Robert, Édouard III ne répondit autrement qu'en accordant à l'exilé la jouissance de 3 châteaux et 1200 marques de pension. C'était le temps d'ailleurs où Édouard témoignait sa gratitude à tous ceux qui l'avaient bien servi, où il nommait son ami William Montagu comte de Salisbury et distribuait titres et rentes aux jeunes lords qu'il avait aidés dans l'affaire de Nottingham. Une 3e fois, Philippe VI envoya son grand maître des arbalétriers signifier au sénéchal de Guyenne, pour le roi d'Angleterre, qu'on eut à rendre Robert d'Artois, ennemi mortel du royaume de France, faute de quoi, à 15 échus, le duché serait séquestré. « J'attendais bien cela !» s'écria Robert. « Ce grand niais de Philippe n'a d'autre idée que de répéter ce que j'inventais naguère, cher sire Édouard, contre votre père. Donner un ordre qui offense le droit, puis séquestrer pour défaut d'exécution de cet ordre, et par le séquestre imposé ou humiliation ou la guerre. Seulement aujourd'hui, l'Angleterre a un roi qui véritablement règne.
et la France n'a plus Robert d'Artois. Il n'ajoutait pas « et naguère il y avait en France un exilé qui jouait tout juste le rôle que je joue ici, et c'était Mortimer ». Robert avait réussi au-delà de ses espérances. Il devenait la cause même du conflit qu'il rêvait de voir éclater. Sa personne revêtait une importance capitale et pour aborder ce conflit, il proposait sa doctrine, faire revendiquer par le roi d'Angleterre la couronne de France. Voilà pourquoi, ce jour de septembre 1337, sur les degrés de Westminster Hall, Robert d'Artois, manche déployée et pareil à un oiseau d'orage, devant les nervures du grand vitrail, s'adressait sur la demande du roi au Parlement britannique. Entraîné par 30 ans de procédure, il parlait sans document ni notes. Ceux des délégués qui n'entendaient pas parfaitement le français prenaient de leurs voisins la traduction de certains passages. À mesure que le comte d'Artois développait son discours, les silences se faisaient plus denses dans l'assemblée, ou bien les murmures plus intenses, quand quelques révélations frappaient les esprits. Que de choses surprenantes! Deux peuples vivent, séparés seulement par un étroit bras de mer. Les princes des deux cours se marient entre eux, les barons d'ici ont des terres là-bas, les marchands circulent d'une nation à l'autre, et l'on ne sait rien au fond de ce qui se passe chez le voisin. Ainsi la règle « France ne peut à femme être remise, ni par femme être transmise » n'était nullement tirée des anciennes coutumes. C'était juste trouvaille d'humeur lancée par un vieux rabâcheur de connétable lors de la succession 20 ans plus tôt d'un roi assassiné. Oui, Louis X, le Hutin, avait été assassiné. Robert d'Artois le proclamait et nommait sa meurtrière. « Je la connaissais bien, elle était ma tante. On m'a volé mon héritage !» L'histoire des crimes commis par les princes français, le récit des scandales de la cour capétienne, Robert s'en servait pour épicer son discours. Et les députés au Parlement d'Angleterre en frémissaient d'indignation et d'effroi, comme s'ils tenaient pour rien les horreurs accomplies sur leur propre sol et par leur propre prince. Et Robert poursuivait sa démonstration, défendant les thèses exactement inverses à celles qu'il avait soutenues naguère en faveur de Philippe de Valois, et avec une égale conviction. Donc, à la mort du roi Charles IV, dernier fils de Philippe le Bel, et si même on avait voulu tenir compte de la répugnance des barons français à voir femme régner, la couronne de France devait, en toute équité, revenir à travers la reine Isabelle au seul mâle de la lignée directe. L'immense manteau rouge pivota devant les yeux des Anglais tout saisis. Robert s'était tourné vers le roi. D'un coup, il se laissa tomber le genou sur la pierre. « Revenir à vous, noble sire Édouard, roi d'Angleterre, en qui je reconnais et salue le véritable roi de France. » On n'avait pas ressenti émotion plus intense depuis le mariage d'York. On annonçait aux Anglais que leur souverain pouvait prétendre à un royaume plus grand du double, plus riche du triple. C'était comme si la fortune de chacun, la dignité de chacun, s'en trouvait augmentée d'autant. Mais Robert savait qu'il ne faut pas laisser s'épuiser l'enthousiasme des foules. Déjà, il se relevait et rappelait qu'au moment de la succession de Charles IV, le roi Édouard avait envoyé, pour faire valoir ses droits, de hauts et respectés évêques, dont monseigneur Adam Orleton, qui aurait pu en témoigner de vive voix s'il n'eût été présentement en Avignon, à ce même propos et pour obtenir l'appui du pape. Et son propre rôle à lui, Robert, dans la désignation de Philippe de Valois, devait-il le passer sous silence? Rien n'avait mieux servi le géant tout au long de sa vie que la fausse franchise. Ce jour-là, il en usa encore. Qui donc avait refusé d'entendre les docteurs anglais? Qui avait repoussé leurs prétentions? Qui les avait empêchés de faire valoir leurs raisons devant les barons de France? Robert, de ces deux énormes poings, se frappa la poitrine. « Moi, mes nobles lords et squires, moi qui suis devant vous, qui croyant agir pour le bien et la paix, ai choisi l'injuste plutôt que le juste, et qui n'ai pas assez expié cette faute par tous les malheurs qui me sont advenus. » Sa voix répercutée par les charpentes roulait jusqu'au bout du hall. Pouvait-il apporter à sa thèse un argument plus probant? Il s'accusait d'avoir fait élire Philippe VI contre le bon droit. Il plaidait coupable, mais présentait sa défense. Philippe de Valois, avant d'être roi, lui avait promis que toute chose serait remise en ordre équitable, qu'une paix définitive serait établie, laissant au roi d'Angleterre les jouissances de toute la Guyenne, qu'en Flandre des libertés seraient consenties qui rendraient prospérité au commerce, et qu'à lui-même, l'Artois serait restitué. Donc, c'était dans un but de conciliation et pour le bonheur général que Robert avait agi de la sorte.
Mais il était bien prouvé que l'on ne doit se fonder que sur le droit, et non sur les fallacieuses promesses des hommes, puisqu'au jour présent l'héritier d'Artois était un proscrit, la Flandre affamée, et la Guyenne menacée de séquestre. Alors, si l'on devait aller à la guerre, que ce ne soit plus pour vaine querelle dommage-lige ou non-lige, de seigneurie réservée ou de définition des termes de vassalité, que ce soit pour le vrai, le grand, l'unique motif, la possession de la couronne de France. Et du jour où le roi d'Angleterre l'aurait ceinte, alors il n'y aurait plus ni en Guyenne ni en Flandre de motif à la discorde. Les alliés ne manqueraient pas en Europe, princes et peuples tous ensemble. Et si pour ce faire, pour servir cette grande aventure qui allait changer le sort des nations, le noble sire Édouard avait besoin de sang, Robert d'Artois, tendant les bras hors de ses manches de velours, au roi, aux lords, aux communes, à l'Angleterre, offrait le sien. Le défi de la tour de Nesle. Lorsque l'évêque Henri de Burghersh, trésorier d'Angleterre, escorté de William Montagu, nouveau comte de Salisbury, de William Bohun, nouveau comte de Northampton, de Robert Ufford, nouveau comte de Suffolk, présenta le jour de la Toussaint à Paris les lettres de défi qu'Édouard III Plantagenet adressait à Philippe VI de Valois, celui-ci, pareil au roi de Jéricho devant Josué, commença par rire. Avait-il bien entendu ? Le petit cousin Édouard le sommait de lui remettre la couronne de France. Philippe regarda le roi de Navarre et le duc de Bourbon, ses parents. Ils sortaient de table en leur compagnie. Il était de belle humeur, ses joues claires, son grand nez se teintèrent de rose, et il se mit à pouffer. Que cet évêque, noblement appuyé sur sa crosse, que ces 3 seigneurs anglais raides dans leurs cottes d'armes, fussent venus lui faire une annonce plus mesurée, le refus de leur maître, par exemple, de livrer Robert d'Artois, ou bien une protestation contre le décret de saisie de la Guyenne. Philippe, sans doute, se fut fâché. Mais sa couronne, son royaume tout entier, cette ambassade en vérité était bouffonne. Mais oui, il entendait bien, la loi salique n'existait pas, son couronnement était irrégulier. Et que les pères m'aient fait roi de leur volonté, que l'archevêque de Reims, voici 9 ans mais sacré, cela non plus, messire évêque n'existe pas. Beaucoup de pères et barons qui vous ont élus sont morts depuis, répondit Burghersh. Et d'autres se demandent si ce qu'ils ont fait alors a été approuvé par Dieu. Philippe, toujours secoué de rire, renversa la tête en arrière, découvrant les profondeurs de sa gorge. Et quand le roi Édouard était venu lui rendre l'hommage à Amiens, ne l'avait-il pas reconnu pour roi ? Notre roi alors était mineur. L'hommage qu'il vous fit, et qui eût dû, pour avoir valeur, être consenti par le conseil de régence, n'avait été décidé que sur l'ordre du traître Mortimer, lequel, depuis, a été pendu. Ah, il ne manquait pas d'aplomb, l'évêque, qui avait été fait chancelier par Mortimer, lui avait servi le premier conseiller, avait accompagné Édouard à Amiens et lu lui-même, dans la cathédrale, la formule de l'hommage. Que disait-il à présent de la même voix ? Que c'était à Philippe, en tant que comte de Valois, de rendre l'hommage à Édouard, car le roi d'Angleterre reconnaissait volontiers à son cousin de France le Valois, l'Anjou, le Maine et même la Pairie. Vraiment, c'était trop de magnanimité. Mais où se trouvait-on, Dieu du ciel, pour entendre pareille énormité ? On était à l'hôtel de Nesle, parce qu'entre 2 séjours à Saint-Germain et Vincennes, le roi passait la journée en cette demeure donnée à son épouse. Car, tout ainsi que le moindre seigneur disait on se tiendra en la grande salle ou dans la petite chambre au perroquet, ou encore on soupera dans la chambre verte, le roi décidait, ce jour, je dînerai au palais de la Cité, ou bien au Louvre, ou bien chez mon fils le duc de Normandie, dans l'hôtel qui fut à Robert d'Artois. Ainsi, les vieux murs de l'hôtel de Nesle, et la tour plus vieille encore qu'on apercevait par les fenêtres, étaient témoins de cette farce. Il semble que certains lieux soient désignés pour qu'y passe le drame des peuples sous un déguisement de comédie. En cette demeure, où Marguerite de Bourgogne s'était si bien divertie à tromper le hutin dans les bras du chevalier d'Aunay, sans pouvoir imaginer que cette joyeuseté changerait le cours de la monarchie française, le roi d'Angleterre faisait présenter son défi au roi de France, et le roi de France riait. Il riait si fort qu'il en était presque attendri, car il reconnaissait en cette folle ambassade l'inspiration de Robert. Cette démarche ne pouvait être inventée que par lui. Décidément, le gaillard était fou.
Il avait trouvé un autre roi, plus jeune, plus naïf, pour se prêter à ces gigantesques sottises. Mais où s'arrêterait-il? Le défi de royaume à royaume. Ah, le remplacement d'un roi par un autre. Passé un certain degré d'aberration, on ne peut plus tenir rigueur aux gens des outrances qui sont en leur nature. « Où logez-vous, monseigneur évêque » demanda Philippe VI courtoisement. « À l'hôtel du château Fétu, rue du Tiroir. »« Eh bien, rentrez-y et battez-vous quelques jours en notre bonne ville de Paris, et revenez nous voir, si vous le souhaitez, avec quelque offre plus sensée. En vérité, je ne vous en veux point, et même pour vous être chargé d'une pareille mission et l'accomplir sans rire. Comme je vous le vois faire, je vous tiens pour le meilleur ambassadeur que j'ai jamais reçu. » Il ne savait pas si bien dire, car Henri de Burgersh, avant d'arriver à Paris, était passé par les Flandres. Il avait eu des conférences secrètes avec le comte de Hainaut, beau-père du roi d'Angleterre, avec le comte de Gueldre, avec le duc de Brabant, avec le marquis de Juliers, avec Jacob van Artevelde et les échevins de Gand, d'Ypres et de Bruges. Il avait même déjà détaché une partie de sa suite vers l'empereur Louis de Bavière. Certaines paroles qui s'étaient dites, certains accords qui avaient été pris, Philippe VI les ignorait encore. « Sire, je vous remets les lettres de défi. »« C'est cela, remettez, dit Philippe. Nous garderons ces bonnes feuilles pour les relire souvent et chasser la tristesse si elle nous vient. Et puis, l'on va vous servir à boire après tant parler. Vous devez avoir le gosier sec. » Et il frappa des mains pour appeler un écuyer. « À Dieu ne plaise, s'écria l'évêque Burgersh, que je devienne un traître et que je boive le vin d'un ennemi auquel, du fond du cœur, je suis résolu à faire tout le mal que je pourrais. » Alors, Philippe de Valois se remit à rire aux éclats, et sans plus s'inquiéter de l'ambassadeur ni des 3 lords, il prit le roi de Navarre par l'épaule et rentra dans les appartements. Autour de Windsor. Autour de Windsor, la campagne est verte, largement vallonnée, amicale. Le château couronne moins la colline qu'il ne l'enveloppe, et ses rondes murailles font songer au bras d'une géante endormie sur l'herbe. Autour de Windsor, le paysage ressemble à celui de la Normandie, du côté d'Évreux, de Beaumont ou de Conches. Robert d'Artois, ce matin-là, s'en allait à cheval, au pas. Sur son poing gauche, il portait un faucon muscadin dont les serres étaient enfoncées dans le cuir épais du gant. Un seul écuyer le devançait du côté de la rivière. Robert s'ennuyait. La guerre de France ne se décidait pas. On s'était contenté vers la fin de l'année précédente, et comme pour confirmer par un acte belliqueux le défi de la Tour de Nesle, de prendre une petite île appartenant au comte de Flandre au large de Bruges et de l'Écluse. Les Français en retour étaient venus brûler quelques bourgs côtiers du sud de l'Angleterre. Aussitôt, à cette guerre non débutée, le pape avait imposé une trêve, et des 2 côtés on y avait consenti, pour d'étranges motifs. Philippe VI, tout en ne parvenant pas à prendre au sérieux les prétentions d'Édouard à la couronne de France, avait toutefois été fort impressionné par un avis de son oncle, le roi Robert de Naples. Ce prince érudit au point d'en devenir pédant, et l'un des 2 seuls souverains du monde avec un porphyrogénète byzantin à jamais avoir mérité le surnom d'astrologue, venait de se pencher sur les cieux respectifs d'Édouard et de Philippe. Ce qu'il y avait lu l'avait assez frappé pour qu'il prît la peine d'écrire au roi de France, d'éviter de se combattre jamais au roi anglais, pour ce que celui-ci serait trop fortuné en toutes les besognes qu'il entreprendrait. Pareille prédiction vous noue un peu l'âme, et, si grand tournoyeur qu'on soit, on hésite avant de rompre des lances contre les étoiles. Édouard III, de son côté, semblait un peu effrayé de sa propre audace. L'aventure dans laquelle il s'était lancé pouvait paraître à bien des égards démesurée. Il craignait que son armée ne fût pas assez nombreuse ni suffisamment entraînée. Il dépêchait vers les Flandres et l'Allemagne, ambassade sur ambassade, afin de renforcer sa coalition. Henri Torskol, quasi aveugle maintenant, l'exhortait à la prudence, tout au contraire de Robert d'Artois, qui poussait à l'action immédiate. Qu'attendait donc Édouard pour se mettre en campagne? Que les princes flamands, qui en étaient parvenus à rallier, fussent morts? Que Jean de Hainaut, exilé à présent de la cour de France, après y avoir été si fort en faveur et qui vivait de nouveau à celle d'Angleterre, n'eût plus le bras assez fort pour soulever son épée? Que les foulons de Gand et de Bruges fussent lassés et vissent moins d'avantage aux promesses non tenues du roi d'Angleterre qu'à l'obéissance au roi de France? Édouard souhaitait recevoir des assurances de l'empereur. Mais l'empereur n'allait pas risquer d'être excommunié une seconde fois avant que les troupes anglaises aient pris pied sur le continent.
On parlait, on parlementait, on piétinait, on manquait de courage. Il fallait dire le mot. Robert d'Artois avait-il à se plaindre? En apparence, nullement. Il était pourvu de châteaux et pensions, dînait auprès du roi, buvait auprès du roi, recevait tous les égards souhaitables. Mais il était las de dépenser ses efforts depuis 3 ans pour des gens qui ne voulaient point courir de risques, pour un jeune homme à qui il tendait une couronne, quelle couronne, et qui ne s'en saisissait point. Et puis il se sentait seul, son exil même doré lui pesait. Qu'avait-il à dire à la jeune reine Philippa, sinon lui parler de son grand-père Charles de Valois, de sa grand-mère d'Anjou-Sicile? Par moments, il prenait le sentiment d'être lui-même un ancêtre. Il aurait aimé voir la reine Isabelle, la seule personne en Angleterre avec laquelle il eut vraiment des souvenirs communs. Mais la reine-mère n'apparaissait plus à la cour. Elle vivait à Castle Rising, dans le Norfolk, où son fils allait de loin en loin la visiter. Depuis l'exécution de Mortimer, elle n'avait plus d'intérêt à rien. Robert connaissait les nostalgies de l'immigré. Il pensait à Madame de Beaumont. Quel visage aurait-elle au sortir de tant d'années de réclusion, quand il la retrouverait, si jamais ils devaient être réunis? Reconnaîtrait-il ses fils? Reverrait-il jamais son hôtel de Paris, son hôtel de Conches? Reverrait-il la France? Du train qu'allait cette guerre, qu'il s'était donné tant de mal à créer, il lui faudrait attendre d'être centenaire avant d'avoir quelque chance de revenir en sa patrie. Alors, ce matin-là, mécontent, irrité, il était parti chasser seul pour occuper le temps et pour oublier. Mais l'herbe souple sous les pieds du cheval, l'épaisse herbe anglaise, était encore plus touffue et plus gorgée d'eau que l'herbe du pays d'Ouche. Le ciel avait une teinte bleu pâle, avec de petits nuages déchiquetés volant très haut. La brise de mai caressait les haies d'aubépines fleuries et les pommiers blancs, pareils aux pommiers et aux aubépines de Normandie. Robert d'Artois allait bientôt avoir 50 ans, et qu'avait-il fait de sa vie? Il avait bu, mangé, paillardé, chassé, voyagé, besogné pour lui-même et pour les États, tournoyé, plaidé plus qu'aucun homme en son temps. Nulle existence n'avait connu plus de vicissitudes, de tumultes et de tribulations, mais jamais il n'avait profité du présent. Jamais il ne s'était vraiment arrêté à ce qu'il faisait pour savourer l'instant. Son esprit constamment avait été tourné vers le lendemain, vers l'avenir. Son vin trop longtemps avait été dénaturé par le désir de le boire en Artois. Au lit de ses amours, c'était la défaite de Mao qui avait occupé ses pensées. Au plus joyeux tournoi, le soin de ses alliances lui faisait surveiller ses élans. Durant son errance de banni, le brouet de ses haltes, la bière de ses repos, avait toujours été mêlé d'une âcre saveur de rancune et de haine. Et aujourd'hui encore, à quoi pensait-il? À demain, à plus tard. Une impatience rageuse l'empêchait de profiter de cette belle matinée, de ce bel horizon, de cet air doux à respirer, de cet oiseau tout à la fois sauvage et docile dont il sentait l'étreinte sur son poing. Était-ce cela qu'on appelait vivre? De 50 ans passés sur la terre, ne restait-il que cette cendre d'espérance? Il fut tiré de ses songes amers par les cris de son écuyer posté en avant, sur une éminence. « Au vol! Au vol! Oiseau, monseigneur, oiseau !» Robert se dressa sur sa selle, plissa les paupières. Le faucon muscadin, la tête enfermée dans un capuchon de cuir, dont seul le bec dépassait, avait frémi sur le poing. Lui aussi connaissait la voix. Il y eut un bruit de roseaux froissés, et puis un héron s'éleva des bords de la rivière. « Au vol! Au vol !» continuait de crier l'écuyer. Le grand oiseau, volant à faible hauteur, glissait contre le vent et venait en direction de Robert. Celui-ci le laissa passer, et quand l'oiseau eut pris environ 300 pieds d'éloignement, alors il libéra le faucon de son capuchon, et d'un large geste le lança en l'air. Le faucon décrivit 3 cercles autour de la tête de son maître, descendit, rasa le sol, aperçut la proie qu'on lui destinait, et fila droit comme trait d'arbalète. Se voyant poursuivi, le héron allongea le cou pour dégorger les poissons qu'il venait d'avaler dans la rivière, et s'alléger d'autant, mais le muscadin se rapprochait. Il montait l'essor en tournoyant comme s'il suivait une spirale. L'autre, à grands coups d'aile, s'élevait vers le ciel pour éviter que le rapace ne le coiffât. Il montait, diminuait au regard, mais perdait de la distance, parce qu'il avait été levé contre le vent et se trouvait ralenti par sa propre envergure. Il dut rebrousser chemin. Le faucon accomplit un nouveau tourbillon dans les airs et s'abattit sur lui. Le héron avait fait un écart de côté et les cerfs ne purent assurer leur prise.
Étourdi néanmoins par le choc, l'échassier tomba de 50 pieds, comme une pierre, et puis se remit à fuir. Le faucon fondait à nouveau sur lui. Robert et son écuyer suivaient tête levée cette bataille où l'agilité l'emportait sur le poids, la vitesse sur la force, la méchanceté belliqueuse sur les instincts pacifiques. « Vois donc ce héron !» criait Robert avec passion. « C'est vraiment le plus lâche oiseau qui soit. Il est large 4 fois comme mon petit émouché. Il pourrait l'assommer d'un seul coup de son long bec. Et il fuit, le couard. Il fuit. Va, mon petit vaillant, cogne. Ah, le brave petit oiseau, voilà. Voilà, l'autre cède, il est pris. » Il mit son cheval au galop pour gagner l'endroit où les oiseaux allaient s'abattre. Le héron avait le cou étreint dans les serres du faucon. Il devait étouffer. Ses vastes ailes ne battaient plus que faiblement, et dans sa chute, il entraînait son vainqueur. À quelques pieds du sol, l'oiseau de proie ouvrit les serres pour laisser sa victime choir seule, puis se rejeter sur elle et l'achever à coups de bec dans les yeux, dans la tête. Robert et son écuyer étaient déjà là. « Au leurre ! Au leurre !» dit Robert. L'écuyer décrocha de sa selle un pigeon mort et le jeta au faucon pour le leurrer. Demi-leurre en vérité. Un faucon bien dressé devait savoir se contenter de cette récompense sans toucher à la proie. Et le vaillant petit muscadin, la face maculée de sang, dévora le pigeon mort, tout en gardant une patte posée sur le héron. Du ciel descendaient lentement quelques plumes grises arrachées pendant le combat. L'écuyer mit pied à terre, ramassa l'échassier et le présenta à Robert, un héron superbe, et qui, ainsi élevé à bout de bras, avait des pattes au bec presque la longueur d'un homme. « C'est vraiment trop lâche, oiseau !» répéta Robert. « Il n'y a presque point de plaisir à le prendre. Ces hérons sont des braillards qui s'effraient de le rompre et se mettent à crier quand ils la voient. On devrait laisser ce gibier-là au vilain !» Le faucon repu et obéissant au sifflet était venu se reposer sur le poing de Robert. Celui-ci le recoiffa de son capuchon. Puis on reprit au petit trot la direction du château. Soudain, l'écuyer entendit Robert d'Artois rire tout seul dans un éclat bref, sonore, que rien apparemment ne motivait et qui fit broncher les chevaux. Comme il rentrait à Windsor, l'écuyer demanda « Que dois-je faire du héron, monseigneur ?» Robert leva les yeux vers la bannière royale qui flottait sur le donjon de Windsor, et son visage prit une expression moqueuse et méchante. « Prends-le et accompagne-moi aux cuisines, » répondit-il. « Et puis tu iras quérir un ménestrel ou deux parmi ceux qui sont au château. » Les vœux du héron. Le repas en était au 4e des 6 services, et la place du comte d'Artois à la gauche de la reine Philippa demeurait vide. « Notre cousin Robert n'est-il donc point rentré ?» demanda Édouard III, qui s'était déjà, en s'asseyant à la table, étonné de cette absence. Un des nombreux écuyers tranchants qui circulaient derrière les convives répondit qu'on avait aperçu le comte Robert retour de la chasse voici près de 2 heures. Que signifiait pareil manquement ? Si même Robert était là ou malade, il eût pu envoyer un de ses serviteurs pour porter au roi son excuse. « Robert se conduit à votre cour, sire mon neveu, tout juste comme il le ferait en auberge. Venant de lui d'ailleurs, ceci n'a rien pour surprendre, » dit Jean de Hainaut, l'oncle de la reine Philippa. Jean de Hainaut, qui se piquait d'être maître en chevalerie courtoise, n'aimait guère Robert, dans lequel il voyait toujours le parjure, banni de la cour de France pour falsification de sceaux, et il blâmait Édouard III de lui accorder si grande créance. Et puis Jean de Hainaut naguère avait été épris de la reine Isabelle, comme Robert, et sans plus de succès. Mais il était blessé par la manière gaillarde dont Robert parlait en privé de la reine-mère. Édouard, sans répondre, garda ses longs cils baissés, le temps que s'apaisa l'irritation qu'il éprouvait. Il se retenait d'un mouvement d'humeur qui eût pu faire dire ensuite « Le roi a parlé sans savoir, le roi a prononcé des mots injustes ». Puis il releva son regard vers la comtesse de Salisbury, qui était certes la dame la plus attirante de toute la cour. Grande, avec de belles tresses noires, un visage ovale au teint uni et pâle, et les yeux prolongés d'une ombre mauve au creux des paupières, la comtesse de Salisbury donnait toujours l'impression de rêver. Ces femmes-là sont dangereuses, car, sous leur apparence de songe, elles pensent. Les yeux cernés de mauve rencontraient souvent les yeux du roi. William Montagu, comte de Salisbury,
ne prêtait guère attention à cet échange de regards, d'abord parce qu'il tenait la vertu de sa femme pour aussi certaine que la loyauté du roi son ami, mais aussi parce qu'il était lui-même en ce moment captivé par les rires, la vivacité de parole, le pépiment d'oiseau de la fille du comte de Derby, sa voisine. Les honneurs pleuvaient sur Salisbury. Il venait d'être fait gardien des 5 ports et maréchal d'Angleterre. Mais la reine Philippa, elle, était inquiète. Une femme se sent toujours inquiète lorsqu'elle voit durant qu'elle est enceinte les yeux de son époux se tourner trop souvent vers un autre visage. Or, Philippa était prégnante, à nouveau, et elle ne recevait pas d'Édouard toutes les marques de gratitude et d'émerveillement qu'il lui avait prodiguées pendant sa première maternité. Édouard avait 25 ans. Il avait laissé pousser depuis quelques semaines une légère barbe blonde qui n'encadrait que le menton. Était-ce pour plaire à la comtesse de Salisbury ? Ou bien pour donner plus d'autorité à son visage, qui restait celui d'un adolescent ? Avec cette barbe, le jeune roi se mettait à ressembler un peu à son père. Le Plantagenet semblait vouloir se manifester en lui et lutter avec le Capétien. L'homme, simplement à vivre, se dégrade et perd en pureté ce qu'il gagne en puissance. Une source, si transparente soit-elle, ne peut éviter de charrier, lorsqu'elle devient fleuve, les boues et les limons. Madame Philippa avait des raisons d'être inquiète. Soudain, des accents de vielle tournée et de lutte pincée résonnèrent aigrelets, derrière la porte dont les vantaux s'ouvrirent. 2 petites chambrières, âgées au plus de 14 ans parurent, couronnées de feuillage, en longues chemises blanches et jetant devant elles des fleurs d'iris, de marguerite et d'églantine qu'elles sortaient d'une panière. En même temps, elles chantaient « Je vais à la verdure, car l'amour me l'apprend ». 2 ménestrels suivaient, les accompagnant de leur instrument. Robert d'Artois marchait derrière eux, dépassant à mi-corps le petit orchestre et soulevant à 2 bras son héron rôti sur un large plat d'argent. Toute la cour se mit à sourire, puis à rire de cette entrée de farce. Robert d'Artois jouait les écuyers tranchants. On ne pouvait inventer manière plus gentille et plus gaie de se faire pardonner un retard. Les valets avaient interrompu leur service, et le couteau ou l'aiguière en main, ils s'apprêtaient à se former en cortège pour prendre part au jeu. Mais soudain la voix du géant s'éleva, couvrant chansons, luttes et vielles. « Ouvrez vos rangs, mauvaises gens faillis, c'est à votre roi que je viens faire présent. » On riait toujours. Ce « mauvaises gens faillis » semblait une joyeuse trouvaille. Robert s'était arrêté auprès d'Édouard III et, esquissant un fléchissement du genou, lui présentait le plat. « Sire !» s'écria-t-il. « J'ai là un héron que mon faucon a pris. C'est le plus lâche oiseau qui soit de par le monde, car il fuit devant tous les autres. Les gens de votre pays, à mon avis, devraient s'y vouer. Et je le verrai figurer aux armes d'Angleterre mieux que je n'y vois les lions. C'est à vous, roi Édouard, que j'en veux faire l'offrande, car il revient de droit au plus lâche et au plus couard prince de ce monde, qu'on a déshérité du royaume de France et auquel le cœur manque pour conquérir ce qui lui appartient. » On s'était tu. Un silence angoissé chez certains, indigné chez les autres, avait remplacé les rires. L'insulte était indubitable. Déjà Salisbury, Suffolk, Guillaume de Mauny, Jean de Hainaut, à demi levés de leur siège, attendaient pour se jeter sur le comte d'Artois un geste du roi. Robert ne semblait pas ivre. Était-il fou ? Certes, il fallait qu'il le fût, car jamais on n'avait ouï que personne en aucune cour, et à plus forte raison un étranger banni de son pays natal, eût agi de pareille façon. Les joues du jeune roi s'étaient empourprées. Édouard regardait Robert droit dans les yeux. Allait-il le chasser de la salle, le chasser de son royaume ? Édouard prenait toujours quelques secondes avant de parler, sachant que chaque parole de roi compte, ne fût-ce que lorsqu'il dit « bonne nuit » à son écuyer. Clore par force une bouche ne supprime pas l'outrage qu'elle a proféré. Édouard était sage, et il était honnête. On ne montre pas son courage en ôtant par colère à un parent qu'on a recueilli et qui vous sert les bienfaits qu'on lui a octroyés. On ne montre pas son courage en faisant jeter en prison un homme seul, parce qu'il vient de vous accuser de faiblesse. On montre son courage en prouvant que l'accusation est fausse. Il se leva. « Puisqu'on me traite de couard « face aux dames et à mes barons, il vaut mieux que je dise là-dessus mon avis.
Et pour vous assurer, mon cousin, que vous m'avez mal jugé, et que ce n'est point lâcheté qui me retient encore, je vous fais vœu qu'avant l'année achevée, j'aurai passé l'eau, afin de défier le roi qui se prétend de France, et me combattre à lui 20 à moi 1 contre 10. Je vous sais gré de ce héron que vous avez pris pour moi, et que j'accepte avec grand merci. » Les convives restaient muets. Mais leurs sentiments avaient changé de nature et de dimension. Les poitrines s'élargissaient comme si chacun eût besoin d'aspirer plus d'air. Une cuillère qui tomba rendit dans ce silence un tintement exagéré. Robert avait dans les prunelles une lueur de triomphe. Il s'inclina et dit « Sire, mon jeune et vaillant cousin, je n'attendais pas de vous une autre réponse. Votre noble cœur a parlé. J'ai grande joie pour votre gloire, et pour moi, sire Édouard, j'en tire grande espérance, car ainsi je pourrai revoir mon épouse. Et mes enfants. Par Dieu, qui nous entend, je vous fais vœu de partout vous précéder en bataille, et prie que vie assez longue me soit accordée pour vous servir assez, et assez me venger. » Puis, s'adressant à la table entière, « Mes nobles lords, chacun de vous n'aurait-il pas à cœur de faire vœu, comme le roi votre sire bien-aimé l'a fait ?» Toujours portant le héron rôti, aux ailes et aux croupions duquel le cuisinier avait replanté quelques-unes de ses plumes, Robert avança vers Salisbury. « Noble Montagu, à vous le premier je m'adresse. »« Comte Robert, tout à votre désir, » dit Salisbury, qui quelques instants plus tôt était prêt à se lancer sur lui. Et, se levant, il prononça « Puisque le roi notre sire a désigné son ennemi, je choisis le mien. Et comme je suis maréchal d'Angleterre, je fais vœu de n'avoir repos gagné que lorsque j'aurai défait en bataille le maréchal de Philippe, le faux roi de France. » Gagné par l'enthousiasme, la table l'applaudit. « Moi aussi, je veux faire vœu !» s'écria en battant des mains la demoiselle de Derby. « Pourquoi les dames n'auraient-elles pas droit de vouer ?»« Mais elles le peuvent, gente comtesse, » lui répondit Robert. « Et à grand avantage. Les hommes n'en tiendront que mieux leur foi. Allez, pucelette !» ajouta-t-il pour les 2 fillettes couronnées. « Remettez-vous à chanter en l'honneur de la dame qui veut vouer. » Ménestrels et pucelettes reprirent. « Je vais à la verdure, car l'amour me l'apprend. » Puis, devant le plat d'argent où le héron se figeait dans la sauce, la demoiselle de Derby dit d'une voix aigrelette « Je vous, et promets à Dieu de paradis, que je n'aurai mari, qu'il soit prince, comte ou baron, avant que le vœu que vient de faire le noble lord de Salisbury soit accompli. Et quand il reviendra, s'il en échappe vif, le mien corps lui octroie, et de bon cœur. » Ce vœu causa quelque surprise, et Salisbury rougit. Les belles nattes noires de la comtesse de Salisbury n'eurent pas un mouvement. Ses lèvres simplement se pincèrent d'une légère ironie, et ses yeux, aux ombres mauves, cherchèrent à accrocher le regard du roi Édouard, comme pour lui faire comprendre « Nous n'avons point trop à nous gêner. » Robert s'arrêta ainsi devant chaque convive, faisant donner quelques tours de vielle et chanter les fillettes pour laisser à chacun le temps de préparer son vœu et choisir son ennemi. Le comte de Derby, père de la demoiselle qui avait fait une déclaration si osée, promit de défier le comte de Flandre. Le nouveau comte de Suffolk désigna le roi de Bohême. Le jeune Gauthier de Mauny, tout bouillant d'avoir été récemment armé chevalier, impressionna vivement l'assemblée en promettant de réduire en cendres toutes les villes autour du Hainaut qui appartenaient à Philippe de Valois, dût-il, jusqu'à se faire, ne plus voir la lumière que d'un œil. « Eh bien, qu'il en soit ainsi, » dit la comtesse de Salisbury, sa voisine, en lui posant 2 doigts sur l'œil droit. « Et quand votre promesse sera accomplie, alors mon amour soit acquis plus même, c'est là mon vœu. » En même temps, elle regardait le roi. Mais le naïf Gauthier, qui croyait cette promesse à lui destinée, garda la paupière fermée après que la dame en eut ôté les doigts. Puis, sortant son mouchoir qui était rouge, il se le noua en travers du front pour tenir l'œil couvert. Le moment de pure grandeur était passé. Quelques rires se mêlaient déjà à cette compétition de bravoure orale. Le héron était arrivé devant messire Jean de Hainaut, lequel avait bien espéré que la provocation tournerait autrement pour son auteur. Il n'aimait pas à recevoir des leçons d'honneur, et son visage poupin cachait mal son dépit. « Lorsque nous sommes en taverne et forcemin buvant, dit-il à Robert, les vœux nous coûtent peu pour nous faire regarder nos dames. Nous n'avons alors parmi nous que des Olivier, des Roland et des Lancelot.
Mais quand nous sommes en campagne, sur nos destriers courants, nos écus au col, nos lances abaissées, et qu'une grande froidure nous glace à l'approche de l'ennemi, alors combien de fanfarons aimeraient mieux être dans les caves ? Le roi de Bohême, le comte de Flandre et Bertrand le maréchal sont aussi bons chevaliers que nous, cousin Robert, vous le savez bien. Car bannis que nous soyons l'un et l'autre de la cour de la France, mais pour raisons diverses, nous les avons assez connus. Leurs rançons ne nous sont pas encore acquises. Pour ma part, je fais vœu simplement que si notre roi Édouard veut passer par le Hainaut, je serai auprès de lui pour toujours soutenir sa cause, et ce sera la 3e guerre où je le servirai. Robert venait maintenant vers la reine Philippa. Il mit un genou en terre. La ronde Philippa tourna vers Édouard son visage taché de sang. « Je ne puis faire vœu, dit-elle, sans l'autorisation de mon seigneur. » Elle donnait par là une calme leçon aux dames de sa cour. « Vouez tout ce qu'il vous plaira, mamie. Vouez ardemment, je ratifie d'avance. Et que Dieu vous aide, dit le roi. »« Si donc, mon doux sire, je puis vouer ce qui me plaît, reprit Philippa, puisque je suis grosse d'enfant, et que même, le sang remué, je voue qu'il ne sortira de mon corps que vous ne m'ayez mené outre-mer pour accomplir votre vœu. » Sa voix tremblait légèrement, comme au jour de ses noces. « Mais, s'il advenait, ajouta-t-elle, que vous me laissiez ici et partiez outre-mer avec d'autres, alors je m'oxyrais d'un grand couteau d'acier pour perdre à la fois et mon âme et mon fruit. » Ceci fut prononcé sans emphase, mais bien clairement, pour que chacun en fût averti. On évitait de regarder la comtesse de Salisbury. Le roi baissa ses longs cils, prit la main de la reine, la porta à ses lèvres et dit dans le silence, pour rompre le malaise, « Mamie, vous nous donnez à tous leçon de devoir. Après vous, personne ne vouera. » Puis à Robert, « Mon cousin d'Artois, prenez votre place auprès de madame la reine. » Un écuyer partagea le héron, dont la chair était dure, pour avoir été cuite trop fraîche, et froide d'avoir si longtemps attendu. Chacun, néanmoins, en mangea une bouchée. Robert trouva à sa chasse une exquise saveur. La guerre, ce jour-là, était vraiment commencée. Les murs de Vannes. Et les vœux prononcés à Windsor furent tenus. Le 16 juillet de la même année 1338, Édouard III prenait la mer à Yarmouth, avec une flotte de 400 vaisseaux. Le lendemain, il débarquait à Anvers. La reine Philippa était du voyage et de nombreux chevaliers, pour imiter Gauthier de Mauny, avaient l'œil droit caché par un losange de drap rouge. Ce n'était pas encore le temps des batailles, mais celui des entrevues. À Coblence, le 5 septembre, Édouard rencontrait l'empereur d'Allemagne. Pour cette cérémonie, Louis de Bavière s'était composé un étrange costume, moitié empereur, moitié pape, dalmatique de pontife sur tunique de roi, et couronne à fleurons scintillants autour d'une tiare. D'une main, il tenait le sceptre, de l'autre, le globe surmonté de la croix. Ainsi s'affirmait-il comme le suzerain de la chrétienté entière. Du haut de son trône, il prononça la forfaiture de Philippe VI, reconnut Édouard comme roi de France, et lui remit la verge d'or qui le désignait comme vicaire impérial. C'était là encore une idée de Robert d'Artois qui s'était rappelé comment Charles de Valois, avant chacune de ses expéditions personnelles, prenait soin de se faire proclamer vicaire pontifical. Louis de Bavière jura de défendre pendant 7 ans les droits d'Édouard, et tous les princes allemands venus avec l'empereur confirmèrent ce serment. Cependant, Jacob van Artevelde continuait d'appeler à la révolte les populations du comté de Flandre, d'où Louis de Nevers s'était enfui définitivement. Édouard III alla de ville en ville, tenant de grandes assemblées où il se faisait reconnaître roi de France. Il promettait de rattacher à la Flandre Douai, l'Île, l'Artois même, afin de constituer de tous ces territoires aux intérêts communs une seule nation. L'Artois étant cité dans le grand projet, on devinait bien qui l'avait inspiré et en serait, sous tutelle anglaise, le bénéficiaire. En même temps, Édouard décidait d'augmenter les privilèges commerciaux des cités. Au lieu de réclamer des subsides, il accordait des subventions, et il scellait ses promesses d'un sceau où les armes d'Angleterre et de France étaient conjointement gravées. À Anvers, la reine Philippa donna le jour à son second fils, Lionel. Le pape Benoît XII multipliait vainement en Avignon ses efforts de paix.
Il avait interdit la croisade pour empêcher la guerre franco-anglaise, et celle-ci maintenant n'était que trop certaine. Déjà, entre avant-garde anglaise et garnison française se produisaient de grosses escarmouches, en Vermandois et en Tirarche, auxquelles Philippe VI ripostait en envoyant des détachements en Guyenne et d'autres jusqu'en Écosse pour y fomenter la rébellion au nom du petit David Bruce. Édouard III faisait la navette entre la Flandre et Londres, engageant aux banques italiennes les joyaux de la couronne afin de subvenir à l'entretien de ses troupes comme aux exigences de ses nouveaux vassaux. Philippe VI, ayant levé l'Ost, prit l'Oriflamme à Saint-Denis et s'avança jusqu'au-delà de Saint-Quentin, puis, à une journée seulement d'atteindre les Anglais, il fit faire demi-tour à toute son armée et alla reporter l'Oriflamme sur l'autel de Saint-Denis. Quelle pouvait être la raison de cette étrange dérobade de la part du roi tournoyeur ? Chacun se le demandait. Philippe trouvait-il le temps trop mouillé pour engager le combat ? Ou bien les prédictions funestes de son oncle Robert l'astrologue lui étaient-elles soudain revenues en tête ? Il déclarait s'être décidé pour un autre projet. L'angoisse, en une nuit, lui avait fait échafauder un autre plan. Il allait conquérir le royaume d'Angleterre. Ce ne serait pas la première fois que les Français y prendraient pied. Un duc de Normandie, 3 siècles plus tôt, n'avait-il pas conquis la Bretagne grande ? Eh bien lui, Philippe, paraîtrait sur ces mêmes rivages d'Hastings. Un duc de Normandie, son fils, serait à ses côtés. Chacun des deux rois ambitionnait donc de conquérir le royaume de l'autre. Mais l'entreprise exigeait d'abord la maîtrise de la mer. Édouard, ayant la plus grande partie de son armée sur le continent, Philippe résolut de le couper sur ses bases pour l'empêcher de ravitailler ses troupes ou de les renforcer. Il allait détruire la marine anglaise. Le 22 juin 1340, devant l'Écluse, dans le large estuaire qui sépare la Flandre de la Zélande, 200 navires s'avançaient parés des plus jolis noms, la Flamme de France flottant à leur grand mât. La Pèlerine, la Nef-Dieu, la Micolette, l'Amoureuse, la Faraude, la Sainte-Marie porte-joie. Ces vaisseaux étaient montés par 20 000 marins et soldats, complétés de tout un corps d'arbalétriers. Mais on ne comptait guère parmi eux plus de 150 gentilshommes. La chevalerie française n'aimait pas la mer. Le capitaine Barbavera, qui commandait aux 50 galères génoises, louées par le roi de France, dit à l'amiral Béhuchet : « Monseigneur, voici le roi d'Angleterre et sa flotte qui viennent sur nous. Prenez la pleine mer avec tous vos navires, car si vous restez ici, enfermés comme vous l'êtes dans les grandes digues, les Anglais qui ont pour eux le vent, le soleil et la marée vous serreront tant que vous ne saurez vous aider. » On aurait pu l'écouter. Il avait 30 ans d'expérience navale, et l'année précédente, pour le compte de la France, avait audacieusement brûlé et pillé Southampton. L'amiral Béhuchet, ancien maître des eaux et forêts royales, lui répondit fièrement « Honni soit qui s'en ira d'ici !» Il fit ranger ses bâtiments sur 3 lignes. D'abord les marins de la Seine, puis les Picards et les Diepois, enfin les gens de Caen et du Cotentin. Il ordonna de lier les navires entre eux par des câbles et y disposa les hommes comme sur des châteaux forts. Le roi Édouard, parti l'avant-veille de Londres, commandait une flotte sensiblement égale. Il ne possédait pas plus de combattants que les Français n'en avaient, mais sur les vaisseaux, il avait réparti 2000 gentilshommes, parmi lesquels Robert d'Artois, malgré le grand dégoût que celui-ci avait de naviguer. Dans cette flotte se trouvait également, gardée par 800 soldats, toute une nef de dames d'honneur pour le service de la reine Philippa. Au soir, la France avait dit adieu à la domination des mers. On ne s'était même pas aperçu de la chute du jour, tant les incendies des vaisseaux français fournissaient de lumière. Pêcheurs normands, picards et marins de la Seine s'étaient fait mettre en pièces par les archers d'Angleterre et par les Flamands venus à la rescousse sur leurs barques plates du fond de l'estuaire pour prendre à revers les châteaux forts à voile. Ce n'était que craquements de mâture, cliquetis d'armes, hurlements d'égorgés. On se battait au glaive et à la hache parmi un champ d'épaves. Les survivants, qui cherchaient à échapper à la fin du massacre, plongeaient entre les cadavres, et l'on ne savait plus si l'on nageait dans l'eau ou dans le sang. Des centaines de mains coupées flottaient sur la mer. Le corps de l'amiral Béhuchet pendait à la vergue du navire d'Édouard. Depuis de longues heures, Barbavera avait pris le large avec ses galères génoises. Les Anglais étaient meurtris, mais triomphants. Leur plus grand désastre, la perte de la nef des dames, coulée au milieu de cris affreux. Des robes dérivaient parmi le grand charnier marin comme des oiseaux morts. Le jeune roi Édouard avait été blessé à la cuisse et le sang ruisselait sur sa botte de cuir blanc,
mais les combats désormais se passeraient sur la terre de France. Édouard III envoyait aussitôt à Philippe VI de nouvelles lettres de défi. Pour éviter de graves destructions au peuple et au pays, et une grande mortalité de chrétiens, ce que tout prince doit avoir à cœur d'empêcher. Le roi anglais offrait à son cousin de France de le rencontrer en combat singulier, puisque la querelle concernant l'héritage de France leur était affaire personnelle. Et si Philippe de Valois ne voulait point de ce challenge entre leurs corps, il lui offrait de l'affronter avec seulement 100 chevaliers de part et d'autre, en champ clos. Un tournoi, en somme, mais à lance non épointée, à glaive non rabattu, et il n'y aurait pas de juge 10 heures pour surveiller la mêlée, et dont le prix ne serait point une broche de parure ou un faucon muscadin, mais la couronne de Saint-Louis. Or, le roi tournoyeur répondit que la proposition de son cousin était irrecevable, vu qu'elle avait été adressée à Philippe de Valois et non pas au roi de France, dont Édouard était le vassal traîtreusement révolté. Le pape fit négocier une nouvelle trêve. Les légats se dépensèrent fort et s'attribuèrent tout le mérite d'une paix précaire que les deux princes n'acceptaient que pour se donner le temps de souffler. Cette seconde trêve avait quelque chance de durer lorsque mourut le duc de Bretagne. Il ne laissait pas de fils légitime ni d'héritier direct. Le duché fut réclamé à la fois par le comte de Montfort-l'Amaury, son dernier frère, et par Charles de Blois, son neveu. Une autre affaire d'Artois, et qui juridiquement se présentait à peu près de la même manière. Philippe VI appuya les prétentions de son parent Charles de Blois, un Valois par alliance. Aussitôt, Édouard III prit parti pour Jean de Montfort, si bien qu'il y eut 2 rois de France, ayant chacun son duc de Bretagne, comme chacun avait déjà son roi d'Écosse. La Bretagne touchait à Robert de fort près, puisqu'il était par sa mère du sang de ses ducs. Édouard III ne pouvait ni moins ni mieux faire que de remettre aux géants le commandement du corps de bataille qui allait y débarquer. La grandeur de Robert d'Artois était venue.